Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'item 149 sur les angines de l'adulte et de l'enfant. Très bien, merci Emma pour cette introduction des plus suaves. Alors, on est sur la fiche LISA et bon, ben là, c'est classé dans la médecine générale, mais on peut également considérer que c'est de l'ORL, par exemple. Donc je mettrai la couleur bleu canard, voilà, qui correspond à l'ORL. Je vous ferai un petit tableau récapitulatif avec toutes les couleurs et les différentes, spé. Comme ça, vous pourrez un peu, savoir, voilà, faire des petits rappels quoi, même si c'est pas très important, mais bon, ça fait toujours plaisir. Allez, donc la définition d'une angine, ça correspond à une atteinte inflammatoire de l'oropharynx et qui touche les amygdales, également appelées les tonsils bien sûr. Elles sont classées selon 4 formes cliniques, donc en fonction de ce qu'on observe. Il y a les angines érythémateuses ou érythématopultacées, ça c'est une seule forme clinique. Les angines pseudomembraneuses, les angines vésiculeuses et enfin les angines ulcéreuses et ulcéronécrotiques, qui appartiennent là aussi à la même classe. Alors, les épidémiologies. Les angines sont fréquentes et font l'objet annuellement de 9 millions de diagnostics environ en France et de nombreuses prescriptions d'antibiotiques. Il faut savoir que la France est un des plus gros consommateurs européens d'antibiotiques. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Moi, je dirais plutôt que c'est mal, mais bon, on va voir par la suite si on a des informations un peu plus poussées. Les angines érythématopultacées représentent 80 à 90 des angines et sont le plus souvent virales. En cas d'angine bactérienne, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est le germe le plus souvent rencontré, dans 90 des cas. Le risque d'angine à streptocoque est maximal chez l'enfant entre 5 et 15 ans. Il est très faible avant 3 ans et il est exceptionnel après 45 ans. Voilà. Alors, on a une petite photo là d'une angine érythémateuse érythématopultacée. C'est un peu bête parce qu'elle est en noir et blanc. Donc bon, c'est pas très, très parlant, mais je vous mettrai une photo un peu plus parlante sur Insta. Alors, les signes cliniques, donc déjà, il faut savoir que c'est ce qui fait le diagnostic, la clinique. Le tableau clinique associe de façon variable les symptômes suivants. Donc on aura une fièvre, une odynophagie, donc la douleur lors de la déglutition, des adénopathies cervicales et une douleur constrictive spontanée de l'oropharynx. Dans la moitié des cas, ces signes sont accompagnés d'une toux, d'une rhinorrhée, d'une conjonctivite ou d'un enrouement qui oriente plutôt vers l'origine virale. Les angines érythémateuses, elles comportent une hypertrophie érythémateuse des amygdales. Les angines érythématopultacées comportent une hypertrophie des amygdales inflammatoires, donc pareil, et qui sont aussi recouvertes d'un enduit pultacé. Donc ça, c'est une substance blanchâtre, punctiforme, donc voilà, en forme de petits points, et non adhérent. Donc on peut le décoller. Alors, les étiologies des angines érythémateuses et érythématopultacées. Les germes les plus souvent en cause sont principalement les virus. Donc là, ça représente 50 à 90 des cas. Avant 3 ans, les angines sont presque toujours virales. Et les virus qui sont responsables de ces angines sont le rhinovirus, le coronavirus, le virus respiratoire syncytial, donc le VRS, le virus influenza, le myxovirus, influenzae, et parainfluenzae également, l'adénovirus, le virus d'Epstein-Barr, le cytomégalovirus, le CMV et plus rarement le VIH. Voilà, donc là, il y en a toute une flopée de virus qui peuvent donner ces angines érythématopultacées ou érythémateuses. Et si c'est pas un virus, donc ça va être des bactéries. Et donc là, c'est, majoritairement le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui représente 90 des angines bactériennes, comme on l'a vu. Après, on peut avoir des possibilités d'angine à gonocoque, streptocoque B, C, F et G. L'association fusospiriaire, donc ça, c'est ce qui est responsable de l'angine de Vincent.
ou également des bactéries anaérobies. Voilà, ça c'est possible, mais c'est des cas très rares. Alors, les indications des examens complémentaires, notamment le test diagnostic rapide, qu'on connaît bien. Donc, avant l'âge de 3 ans, aucun test n'est indiqué parce que la probabilité d'une angine bactérienne est très faible. Les angines sont rares aussi en dessous de 3 ans et elles sont presque toujours virales. Donc là, on part du principe que c'est viral et on ne va pas mettre d'antibiotiques et ne pas faire du coup d'examen complémentaire. Devant une angine érythémato-pultacée, à partir de l'âge de 3 ans, du coup, il est souhaitable de faire un test de diagnostic rapide, donc le TDR. Dans les études cliniques d'évaluation, ils ont une spécificité qui est voisine de 95% et leur sensibilité varie de 80 à 98% selon la technique de culture à laquelle ils sont confrontés. Donc c'est un très très bon test pour valider le diagnostic. Chez l'adulte, il est possible de prendre en compte le score clinique de Mac-Isaac pour décider ou pas de faire le test TDR. On ne le fait pas si le score est strictement inférieur à 2. Un score supérieur ou égal à 2, en revanche, va entraîner la réalisation systématique d'un TDR. Pour faire ce score de Mac-Isaac, on a 4 critères à prendre en compte. Premièrement, ce sera la fièvre qui est supérieure à 38 degrés, la présence d'exsudat, les adénopathies cervicales douloureuses et l'absence de toux. Donc là, ces 4 critères, chacun d'eux vaut un point, ce qui donne du coup un score qui va de 0 à 4. Pour Mac-Isaac, on propose d'enlever un point si on a un âge qui est supérieur à 45 ans. Donc on peut avoir un score en fait de -1 à +4. Voilà. Un score clinique Mac-Isaac inférieur à 2, strictement inférieur égal à 2, a une valeur prédictive négative de plus de 95% pour éliminer l'origine streptococcique d'une angine. Les patients ayant un score de Mac-Isaac à 1 ont au maximum une probabilité d'infection à streptocoque de 5% du coup. Et un score inférieur ou égal à 1 chez l'adulte permet donc de décider de ne pas faire le test et de ne pas prescrire d'antibiotiques. Le TDR se réalise devant les signes cliniques d'angine érythémateuse ou érythématopultacée. Il consiste en un test en 4 étapes. Donc l'étape 1, ce sera le prélèvement, avec un petit écouvillonnage au contact des amygdales. Ensuite, on va mettre au contact le produit avec les réactifs. Troisième étape, on mettra le test en immersion dans les réactifs. Et quatrièmement, on va lire le test. Ça sera si on a 2 bandes, c'est-à-dire que c'est positif. Si on a qu'une bande, c'est-à-dire que c'est négatif et c'est la bande de test de témoin qui s'affiche et si on a 0 bande, c'est que le test est raté donc il ne peut pas être pris en compte et un test TDR positif justifie une antibiothérapie. Voilà. Alors, les modalités de prescription du traitement de l'angine à streptocoque du groupe A, justement, on y vient. Et donc, les recommandations actuelles sont de traiter les angines érythémateuses ou érythématopultacées uniquement si elles sont prouvées à streptocoque du groupe A. En première intention, devant la présence d'une angine aiguë à streptocoque, il est recommandé de prescrire, en l'absence d'allergie, de l'amoxicilline. Donc, chez l'enfant de plus de 3 ans, ce sera une dose de 50 mg par kilo par 24 heures, en 2 prises par jour pendant 6 jours. Et chez l'adulte, on mettra aussi de la MOX à la dose de 1 gramme 2 fois par jour, par 24 heures. Voilà, sur 6 jours également. Et en cas d'allergie, on envisagera un traitement par céphalosporine ou macrolide. Voilà, mais sinon, Amox pendant 6 jours. Alors, la stratégie et les modalités de traitement de ces angines-là, érythémateuses et érythématopultacées. Donc, la communication avec le patient est importante car certains patients sont demandeurs d'antibiotiques. Donc là, on aura un peu de résistance vis-à-vis du patient. Il faudra réussir à lui faire comprendre que ce n'est pas obligatoire. Selon l'OMS, la résistance aux antibiotiques constitue une des plus graves menaces qui pèsent sur la santé mondiale. Chaque prescription d'antibiotiques est réfléchie
et met en balance les effets bénéfiques à court terme pour le patient et les effets néfastes pour le patient sur ses flores commensales et pour l'écologie bactérienne par la sélection de bactéries multirésistantes. Par ailleurs, le patient est informé des signes qui orientent vers une complication. Donc, si on décide premièrement de ne pas lui prescrire d'antibio, on va lui dire les signes qui devront faire reconsulter pour réévaluer le traitement. Donc, ces signes-là vers la complication, ça va être la fièvre qui dure plus de 3 jours ou une réapparition de la fièvre après 3 jours, une persistance des symptômes au-delà de 10 jours, une gêne respiratoire, une conjonctivite purulente avec, un œdème palpébral, par exemple, une éruption cutanée, des troubles digestifs, voilà. Donc dans ces très rares cas, il est recommandé de rappeler son médecin pour une réévaluation rapide. Voilà. Donc ensuite, au-delà du traitement, si on a bien un TDR positif avec un streptocoque, du coup, on va mettre en charge des mesures symptomatiques. Donc là, le traitement va reposer sur une prise en charge médicamenteuse, des soins de confort du patient sur une planification du suivi. Donc là, les règles d'hygiène, bien sûr, sont appliquées, en particulier le lavage des mains. Mais bon, ça, on y est habitué maintenant. Le traitement antalgique repose sur le paracétamol, voilà, donc Doliprane. Et les AINS et les corticoïdes ne sont pas recommandés dans cette indication. Et selon la HAS, pour une angine, quel que soit le type d'emploi, la durée de référence d'arrêt de travail est de 3 jours. La durée de l'arrêt peut être adaptée selon la sévérité des symptômes, l'âge et la condition physique du patient. Si c'est un travail en milieu sanitaire ou au contact de populations fragiles, également. Voilà, où ça pourrait être un peu plus étendu du coup. L'histoire naturelle de la maladie, c'est la guérison la plupart du temps. Voilà, donc c'est une maladie plutôt bénigne. Mais on peut avoir des complications générales et donc on va les voir dans cette petite partie. Donc, les complications des angines streptococciques. Donc ça peut être les syndromes post-streptococciques du coup. Donc là, ça pourra donner un rhumatisme articulaire aigu et une glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. Ça, c'est devenu exceptionnel en France, mais ça peut arriver. On peut également avoir des complications toxiniques, streptococciques et donc là, ça sera la scarlatine, par exemple, et le choc toxinique streptococcique. Voilà pour les angines à streptocoque. Pour les angines pseudomembraneuses, on peut avoir des complications et donc là, ça sera notamment les complications de la mononucléose infectieuse qui donnent ce type d'angine et donc là, on aura une anémie hémolytique, un purpura thrombopénique, une atteinte neurologique et également une rupture de rate. Ça peut arriver. Et également la diphtérie et ses complications cardiaques et neurologiques. Voilà, donc pour la pseudomembraneuse, ça sera mononucléose infectieuse et diphtérie. Pour les angines vésiculeuses, les complications, ce sera une gingivostomatite herpétique sévère qui empêche du coup l'alimentation. Pour les complications des angines ulcéreuses et ulcéronecrotiques, donc là c'est l'angine de Vincent qui donne ce type-là, et ça peut se compliquer d'un syndrome angine infarctus pulmonaire qui s'appelle également le syndrome de Lemierre. Voilà, donc le syndrome angine infarctus pulmonaire dans l'angine de Vincent et donc ulcéro-nécrotique. Allez, donc concernant les complications suppuratives loco-régionales des angines, il y en a 4. Donc ça va être le phlegmon périamydalien, l'abcès rétropharyngé, l'adénophlegmon, donc là c'est l'abcès parapharyngé et non pas rétropharyngé, et enfin la cellulite cervicale. On va dire un petit mot pour chacune de ces complications. Donc pour le phlegmon périamydalien, là c'est une suppuration localisée entre l'amygdale et sa loge. Il associe au signe classique un trismus à l'examen, une tuméfaction du voile du palais avec un œdème de la luette. Là, plus loin, luette. Voilà, il y en a qui font un peu l'erreur des fois, en mettant l'apostrophe. Bref, c'est un peu d'orthographe juste. Ensuite, pour l'abcès rétropharyngé. Donc là, il se forme derrière le pharynx
et il associe le plus souvent une fièvre, une dysphagie douloureuse et également une dyspnée. Chez l'enfant, la présentation clinique classique est le torticolis fébrile. Voilà, donc il faut y penser. Ensuite, pour l'adénophlegmon ou abcès parapharyngé, il correspond à la collection purulente d'une des adénopathies cervicales périphériques de l'angine. C'est pour ça qu'on parle d'adénophlegmon. Il associe des douleurs cervicales, puis un torticolis fébrile et une altération de l'état général. Voilà, donc ça donne un peu les mêmes signes que l'abcès rétropharyngé. C'est juste la localisation de l'abcès qui change, puisque là c'est parapharyngé, voilà. Ensuite, la quatrième complication, c'est la cellulite cervicale. Et donc là, il s'agit d'une diffusion de l'infection bactérienne à la graisse cervicale. Cliniquement, on va avoir un placard inflammatoire cervical extensif qui est observé, avec parfois des crépitants sous-cutanés. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va parler vite fait des angines pseudomembraneuses. Voilà, des angines pseudomembraneuses. Donc, pour savoir reconnaître les signes cliniques. Donc, on aura dans ces angines pseudomembraneuses une hypertrophie des amygdales inflammatoires qui sont couvertes de fausses membranes épaisses, grises, qui sont adhérentes et saignantes, et elles sont extensives. Elles sont extensives parce qu'elles sont souvent étendues au-delà des piliers de l'amygdale et elles peuvent même couvrir la luette. Elles peuvent être également associées à un purpura du voile dans la mononucléose infectieuse. Alors, pour la prise en charge de ce type d'angine, quand c'est à EBV, Epstein-Barr virus, donc on va faire des examens biologiques qui sont recommandés. On aura l'hémogramme et l'examen également du frottis sanguin qui peuvent montrer la présence d'un syndrome mononucléosique. On a d'autres examens aussi qui peuvent orienter le diagnostic. Donc là, on aura par exemple une cytolyse hépatique modérée, un MNI test positif, c'est peu sensible chez l'enfant cependant, et des IgM anti-VCA qui seront positifs. En cas de mononucléose infectieuse, le traitement repose sur l'utilisation d'antalgiques et d'antipyrétiques. En cas de forme grave ou compliquée, qui nécessite une hospitalisation, on pourra proposer une corticothérapie après un avis spécialisé. Voilà, donc la mononucléose infectieuse, c'est surtout antalgique, antipyrétique dans les formes classiques. Voilà. Maintenant, pour l'angine pseudomembraneuse diphtérique, et non pas dans le cadre de la mononucléose infectieuse, on pourra faire des examens biologiques et un prélèvement de gorge qui sont recommandés. L'hémogramme peut montrer une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile. Et sur le prélèvement de gorge, on peut retrouver des corinébactéries. Donc ça, c'est des bacilles à gram positif. Et on pourra les retrouver à l'examen direct et également à la culture. Et on peut également faire un test PCR qui peut montrer le gène de la toxine diphtérique. Voilà, donc ça, c'était pour les angines pseudomembraneuses. Maintenant pour les angines vésiculeuses. Donc les signes cliniques, ça sera tout simplement, la présence de vésicules sur la muqueuse pharyngée et parfois les amygdales. Donc les étiologies de ces angines vésiculeuses, c'est toujours d'origine virale. Donc là, ça peut être soit dû, au virus de l'herpès, donc le HSV, le herpès simplex virus, soit, dû à des entérovirus. Donc là, ça va être écovirus et Coxsackie notamment. Chez l'enfant de moins de 7 ans, elles sont en principe, dues au virus Coxsackie A. Ces angines, elles vont débuter brutalement, mais elles guérissent rapidement en 2 à 4 jours. Et l'atteinte des extrémités peut constituer un syndrome pied-main-bouche. Voilà, dans le cas de l'infection à virus Coxsackie A. Chez l'adulte, l'angine vésiculeuse, elle est souvent associée à une gingivostomatite marquée et très douloureuse. Et ça, c'est en principe dû à une primo-infection herpétique par HSV1. Voilà. Très rarement, on pourra avoir un tableau d'angine vésiculeuse unilatérale qui va associer à des douleurs très importantes, et qui doit faire évoquer un zona du nerf glossopharyngien.
Voilà, ça c'est un cas rare, mais il faut pouvoir y penser, si c'est d'un seul côté, notamment. Voilà, donc le zona du nerf glossopharyngien. Donc leur évolution à ces angines vésiculeuses, c'est le plus souvent, la guérison pour l'évolution naturelle, donc ça ne nécessite pas d'examen complémentaire particulier. Pour les prendre en charge, donc ça sera un traitement symptomatique et donc ça va associer des soins de bouche, selon l'âge, des antalgiques, et antipyrétiques et également une réhydratation, voilà. Et si c'est un cas de primo-infection herpétique, ça peut bénéficier d'un traitement antiviral. OK. Allez, maintenant on passe sur le quatrième type d'angine, du coup les angines ulcéreuses et ulcéronécrotiques. Il faut savoir qu'elles sont en principe unilatérales et qu'elles sont responsables d'une odynophagie unilatérale également. Elles peuvent comprendre une ulcération amygdalienne, de la fièvre, des adénopathies cervicales. Pour le cas de l'angine de Vincent, c'est classiquement associé à un mauvais état dentaire et également une haleine fétide. Le chancre syphilitique est classiquement associé à une prise de risque sur le plan sexuel. Donc là, c'est les rapports, sans préservatif ou dans les cas de rupture de préservatif, on nous précise également. Voilà, donc heu, voilà pour les signes cliniques. Donc maintenant pour les étiologies de ces angines ulcéreuses et ulcéronécrotiques. Donc elles sont le plus souvent, bactériennes et lorsque c'est des bactéries, c'est souvent dû à l'association fusospirillaire. Donc là, c'est l'angine de Vincent, voilà et ça forme une ulcération douloureuse et plus rarement, c'est dû à Treponema pallidum qui représente donc le chancre syphilitique et donc là, on aura une ulcération mais qui sera indolore par contre. Et on a d'autres causes plus rares, devant un tableau d'angine ulcéronécrotique traînante et donc là, ça va être dans le cas du cancer ORL et de l'hémopathie maligne. Voilà, donc là, ça fait moins rigoler. Il faut toujours y penser si on a ce tableau d'angine qui traîne. OK, l'évolution des angines ulcéreuses et ulcéronécrotiques va dépendre de l'étiologie, si elle est infectieuse ou tumorale. Tout en gardant en tête que l'angine de Vincent peut se compliquer d'un syndrome de Lemierre, donc avec, l'infarctus pulmonaire. OK et donc justement, on va parler un petit peu plus du syndrome de Lemierre pour, savoir le reconnaître avec la clinique et savoir le traiter, et donc voir un petit peu sa prise en charge. Donc en fait, le syndrome de Lemierre, il est dû à une thrombophlébite jugulaire septique compliquée d'embole pulmonaire. Le tableau peut donc comprendre un état fébrile et une altération de l'état général. On aura du coup des manifestations respiratoires, telles qu'une dyspnée, des douleurs pleurétiques et des épisodes d'hémoptysie aussi, qui sont fréquemment rapportés. Donc on crache du sang. Également, il n'est pas rare de retrouver des douleurs ostéo-articulaires, des douleurs abdominales aussi et un ictère. On peut avoir d'autres symptômes qui sont parfois présents et qui sont dictés par la localisation des emboles septiques. Voilà. Donc, donc tout dépend de là où se logent, les petits thrombus, liés aux bactéries. Donc pour prendre en charge l'angine ulcéreuse et l'ulcéro-nécrotique, donc en cas ça dépend en fait de l'étiologie. En cas d'angine de Vincent, le traitement va relever d'une antibiothérapie et d'un suivi bucco-dentaire. Voilà et en cas de chancre syphilitique, le traitement relève d'une antibiothérapie également et d'une éducation à la prévention des infections sexuellement transmissibles. Voilà et les autres traitements dépendent des causes identifiées, donc ça sera adapté à chaque cas. Et voilà, on en a fini pour ce petit chapitre sur les angines de l'adulte et de l'enfant, avec les 4 formes cliniques, retrouvées le plus souvent et la manière de les traiter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'est utile parce qu'on en voit assez souvent en ce moment. Les angines, là, il y a un petit pic infectieux en ce moment. Voilà, des petites épidémies comme ça, donc c'est toujours sympa de savoir comment les traiter et savoir les reconnaître.
Voilà, et bien, passez un bon début de semaine, car c'est l'épisode qui sort lundi matin. Voilà, travaille bien, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, ciao.